Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre participation et venue à cet événement de l'Observatoire Défense et Climat, la dernière restitution de notes de ce cycle. Je tenais d'ores et déjà à remercier les panélistes pour leur disponibilité et les échanges à suivre qui seront, j'en suis certaine, très pertinents. Alors, nous sommes donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui réunis pour cette restitution de notes intitulée Désinformation climatique et guerre informationnelle, ingérence étatique et enjeux sécuritaires de l'Observatoire Défense et Climat, qui est financé et piloté par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie à laquelle j'appartiens, du ministère des Armées. Cet observatoire, il a été lancé en 2016, il y a maintenant 10 ans, et a su se renouveler au fil des années au travers de produits et livrables de qualité, tels que la note qui nous réunit aujourd'hui. L'Observatoire Défense et Climat a pour but d'éclairer le ministère des Armées sur les effets des changements climatiques, de renforcer les connaissances et les capacités d'anticipation sur la sécurité climatique. Il s'agit en ce sens d'un aspect primordial pour le ministère des Armées, et celui-ci s'inscrit dans la parfaite lignée de la stratégie climat et défense d'avril 2022, qui est coordonnée par le major général des armées. L'Observatoire est ainsi le fer de lance de l'action du ministère des Armées en la matière, en élaborant entre autres un travail de sensibilisation des différents organismes aux impacts opérationnels, géopolitiques et géostratégiques des changements climatiques, et en produisant des travaux d'analyse. Il permet en outre d'être un véritable outil de coopération internationale avec les différents partenaires de la DGRIS, que ce soit à l'échelle interministérielle, des organisations internationales telles que l'ONU, ou auprès des enceintes politico-militaires coordonnées par la DGRIS. En l'absence de personnel du ministère des Armées sur les différents panels, je me dois de revenir très rapidement et succinctement dans cette introduction sur la politique de lutte informationnelle du ministère des Armées. Celle-ci, elle a été amorcée dès la décennie 2010, et le réinvestissement du champ des perceptions par le ministère des Armées s'est fait sous l'effet cumulé d'opérations extérieures, de la lutte contre le terrorisme et l'ouverture d'un champ de confrontation informationnelle avec nos compétiteurs. Et le ministère a depuis pleinement intégré la dimension renouvelée de l'influence dans la compétition de puissance, domaine élevé au 6e rang de fonction stratégique dans la revue nationale stratégique de 2022. Et cette évolution de l'intégration de ces enjeux, de la lutte qu'on appelle ILI, donc information et lutte informationnelle, s'est faite par le biais d'une massification et d'une mise à l'échelle du dispositif, avec l'apparition d'une doctrine interne et la création notamment d'un service dédié au sein du ministère des Armées, qu'on appelle EMA-ASO, Anticipation stratégique et orientation, sous l'impulsion de notre ancien chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt. Ce service, il coordonne la structuration du domaine influence et lutte informationnelle en lien avec la DGRIS et l'ensemble des armées, directions et services concernés. Et cette évolution du dispositif ministériel s'adosse à des capacités de veille et d'action renforcées, de moyens spécifiques du MINARM, qui permettent de contribuer directement à la dynamique positive de l'écosystème interministériel qui est piloté par le Quai d'Orsay. Le 11 mai 2026, donc pas plus tard que la semaine dernière, la DRSD a publié son rapport sur les ingérences, la prédation économique et les capacités technologiques. Et celui-ci met clairement en lumière le contexte international marqué par le durcissement des rapports de force, la compétition stratégique entre puissances et l'accélération des offensives informationnelles. Ces offensives informationnelles, elles constituent aujourd'hui pour le ministère des Armées une menace protéiforme en constante évolution au sein de laquelle la bataille des récits se joue, à savoir notre rapport au monde, à l'autre, à l'occupation de l'espace informationnel et la volonté d'imposer ou de faire valoir sa vision et ou son discours sur les autres, et qui marque l'environnement dans lequel les armées opèrent. Cet environnement opératif est d'un autre côté en proie aux effets des changements climatiques qui remodèlent à terme certaines missions des armées, leur cadre d'emploi et leur engagement. C'est à ce titre que le général d'armée Burkhardt a déclaré que les changements climatiques étaient le 4e pilier de l'environnement stratégique des armées. Ces déclarations et les documents officiels récents, comme la revue nationale stratégique ou l'actualisation de la loi de programmation militaire intégrant la dimension climatique, attestent de la nécessité de saisir la dimension cumulative de certaines crises, que ce soit géopolitique ou climatique, pour assurer une résilience effective dans un contexte marqué par des conflictualités renouvelées. Cependant,
vous le verrez lors de cette restitution, les liens entre aspects sécuritaires, stratégie de défense et des informations sont encore peu connus et selon nous encore sous-traités au sein du ministère des Armées. C'est en ce sens que la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, au travers de l'Observatoire Défense et Climat, a commandé ce rapport sur les enjeux de désinformation climatique. En effet, la désinformation climatique, elle questionne notre rapport à la science et à la vérité scientifique dans un contexte d'hybridation des menaces qui s'éloigne progressivement du champ traditionnel des conflictualités. Cela est aujourd'hui couplé à une dépriorisation de la sécurité climatique au sein des politiques nationales ou politiques de défense, alors que les changements climatiques et leurs effets, eux, ne ralentissent pas, bien au contraire. Ces différents aspects, en lien avec l'émergence de la désinformation climatique, ont des impacts sur plusieurs niveaux et sur les armées et leurs missions. Par exemple, d'un point de vue stratégique, pour rester sur les missions qui sont allouées à la DGRIS. Bien que l'utilisation de l'information comme arme stratégique ne soit pas un domaine nouveau, nous observons un regain de ces pratiques, y compris dans le domaine climatique, par exemple avec la suppression des données américaines. Comme beaucoup d'autres thématiques, le changement climatique peuvent être instrumentalisés dans le cadre d'une guerre informationnelle au service de la politique étrangère d'un État. Ainsi, l'information autour des enjeux climatiques connaît ces dernières années une arsenalisation croissante. Et je vous laisse vous référer également à la précédente note qui a été publiée par l'Observatoire sur ces enjeux-là. Et cette dynamique, elle est en partie due à un caractère évolutif de la guerre informationnelle. Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater l'importance d'accéder et d'avoir à disposition de la donnée. C'est pourquoi la DGRIS a décidé de renouveler l'Observatoire Défense et Climat pour un 3e cycle afin de poursuivre et maintenir les changements climatiques et le travail fait à ce sujet comme un thème d'intérêt pour le ministère des Armées. C'est pour cela, et en guise de conclusion de mon propos, que cette restitution s'articulera autour de 2 panels. Le premier sur la désinformation climatique comme outil d'ingérence étrangère avec 2 études de cas sur la Russie et les États-Unis. Et un 2e panel sur les implications diplomatiques, sécuritaires et institutionnelles de la désinformation climatique d'origine étrangère, pour lesquels je remercie au nom du ministère des Armées tous les panélistes et je vous invite d'ores et déjà à consulter la note qui est disponible sur le site de l'Observatoire. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, merci Julie pour cette introduction. Donc, bienvenue à tous à l'IRIS. Je m'appelle Éléonore Dufaux, je suis chercheuse au programme Climat, Environnement et Sécurité de l'IRIS. Et dans ce cadre, je contribue aux travaux de l'Observatoire Défense et Climat et j'ai l'honneur de modérer cette première table ronde qui donc porte sur la désinformation climatique dans le cadre de campagnes d'ingérence étrangère. Et donc l'objectif, c'est de comprendre comment est-ce que la désinformation climatique peut être utilisée par des États et lorsqu'elle vise particulièrement l'Europe. On a pris un prisme européen dans le cadre de cette note et donc dans le cadre de cette conférence de restitution. Et donc l'idée, c'est de comprendre quels sont les acteurs qui visent l'Europe, pourquoi, comment, par quels canaux et quels sont les objectifs. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'avoir 3 intervenants avec nous. Donc la première que je vais vous présenter, c'est donc Mathilde Jourde qui est à ma droite. Et donc Mathilde est co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat, responsable du programme Climat, Environnement et Sécurité de l'IRIS. Et dans ce cadre-là, elle a donc co-dirigé et co-écrit la note que vous pouvez trouver donc sur le site sur la désinformation climatique et les ingérences étatiques. En ligne, nous avons avec nous Pallavi Sethi, qui est Policy Fellow au Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment à la LSE, donc London School of Economics and Political Science. Et son travail se situe à l'intersection de la recherche et des politiques publiques, puisqu'elle s'intéresse particulièrement aux dynamiques de la mésinformation et de la désinformation climatique, qui seront des termes qu'on va vous définir rapidement par la suite. Et une part de son travail porte sur l'efficacité des interventions réglementaires et des mécanismes de gouvernance qui visent à lutter contre ces mécanismes de désinformation et de mésinformation, et notamment au Royaume-Uni. Et enfin, Julien Nossetti, à ma gauche. Merci d'être là. Vous êtes conseiller aux affaires numériques et technologiques au CAPS, qui est le centre d'analyse de
prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et vous êtes également chercheur associé à l'IFRI et au centre Géode. Et vous êtes en fait spécialiste des enjeux de conflictualité et de gouvernance liés au numérique et à l'IA, donc l'intelligence artificielle. Et vous venez de publier un livre qui s'intitule Les GAFAM aux presses universitaires de France. Donc merci à tous les trois d'être présents parmi nous. Et Mathilde, je te laisse la parole pour nous présenter donc la note de l'Observatoire et le nexus en fait des informations climatiques et ingérence étatique. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement commencer cette table ronde en présentant la note et en présentant la méthodologie pas forcément évidente de notre travail. À l'appui, j'aurai quelques slides. Donc, pour commencer, cette note-là, ce sujet, entre en fait dans la continuité des travaux de l'Observatoire Défense et Climat, qui travaille sur l'interaction entre les enjeux de guerre hybride et de changement climatique. Donc, ce qu'on essaie de comprendre dans le cadre de l'Observatoire, c'est comment est-ce que les changements climatiques peuvent s'intégrer dans des dynamiques conflictuelles. Et donc, dans la continuité de ces travaux-là, on cherche à étudier comment est-ce que les champs à la fois de la désinformation climatique, mais aussi de la guerre informationnelle peuvent interagir. Peut-être pour commencer, les enjeux de manipulation de l'information climatique sont évidemment une pratique qui en soi est ancienne, qui initialement était plutôt mis en œuvre par les acteurs du secteur de l'industrie fossile dès les années 60-70 déjà, qui était une manière de semer le doute sur les effets de la production et de la consommation d'énergie fossile. Et aujourd'hui, la désinformation climatique, elle représente environ, c'est un chiffre approximatif, mais qui donne quand même une idée, elle représente à peu près 8% de la désinformation totale dans l'UE entre l'année 2023 et 2025. Il y a d'autres sujets aussi, comme l'immigration, comme la guerre en Ukraine, qui sont aussi des sujets auxquels on peut voir une quantité importante de désinformation. Mais voilà, la désinformation climatique, c'est à peu près 8%. Et la particularité de la désinformation climatique aujourd'hui, comparée aux années 70, c'est la diversité d'acteurs, en fait, qui constitue cette chaîne de valeur de création et de diffusion de la désinformation climatique. Donc à l'époque, comme je disais, on avait principalement les acteurs de l'énergie fossile, mais aujourd'hui, on a aussi des acteurs étatiques, mais aussi tous les acteurs de l'économie de l'attention, donc tout ce qui est big tech, réseaux sociaux, etc., qui participent aussi de manière assez importante à la désinformation. Ça, c'est pour la partie des informations climatiques. De l'autre côté, nous, on cherche aussi à s'intéresser aux enjeux du coup de manipulation de l'information, de guerre informationnelle. Et ça aussi, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui est mentionné dans les ouvrages de référence de la pensée stratégique. C'est des techniques qui ont été utilisées pendant la guerre froide par la Russie, par les États-Unis. Et on voit que la révolution numérique des années 2000 a constitué un jalon important et a vraiment fait de ce cyberespace-là un théâtre de conflit. Donc on a vraiment un sujet autour de la guerre informationnelle aussi. Et nous, ce qu'on cherche, c'est justement à croiser ces deux champs-là, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait en fait une sorte de gap, de lacune, quand on voulait réfléchir à ces deux sujets. Et il y a peu d'analyses à la fois qualitatives, mais aussi quantitatives qui existent sur cette question-là, sur le nexus des informations climatiques et guerre informationnelle. C'est des sujets qui sont cloisonnés pour plusieurs raisons. Déjà, on constate en fait que la désinformation climatique, elle est essentiellement analysée à l'échelle domestique. Et à l'inverse, on constate aussi que le champ de la guerre informationnelle prend assez peu en compte la thématique climatique. Par définition, en plus de ça, le manque de données quantitatives est aussi lié à la difficulté d'identifier la désinformation climatique d'origine étrangère, qui est difficile à identifier pour des raisons de barrières linguistiques, par exemple. C'est difficile quand elle est dans une langue étrangère de l'identifier. Donc voilà, donc on a des difficultés méthodologiques aussi liées à ça. Et donc nous, l'objectif de notre note, comme vous pouvez voir sur le graphique derrière, c'est de croiser ces deux champs. Donc à la fois, on va essayer de climatiser la guerre informationnelle, c'est-à-dire d'intégrer les enjeux climatiques comme nouvel objet de la guerre informationnelle, et en même temps de sécuritiser la désinformation climatique. Et ça veut dire de construire ou de comprendre comment cet enjeu est aussi une menace qu'on peut intégrer dans le cadre de la guerre informationnelle. Voilà pour la petite introduction. Ensuite, pour le cadre méthodologique, voilà.
Donc, le résultat de ça, c'est que la note mobilise à la fois des concepts qui sont issus du champ informationnel. Le concept central que vous retrouverez dans la note, si vous avez envie de la lire, c'est le concept de FIMI, qui est donc celui de Foreign Information Manipulation and Interference, en français celui de manipulation de l'information et de l'ingérence étrangère, qui est un concept qui a été développé par le Service européen pour l'action extérieure, qui caractérise l'usage hostile de l'information et qui recouvre une multitude de comportements qui menacent ou qui sont susceptibles de menacer les valeurs, les procédures et les processus politiques européens. Et face à ça, on mobilise aussi toute une terminologie qui relève des sciences climatiques et des sciences de l'information et de la communication. Et en ce sens, on a encore une fois une multitude de concepts et de pratiques qui existent pour qualifier les différentes stratégies d'obstruction climatique dont on parle. Le concept de climato-scepticisme, par exemple, qui englobe de manière générale toute remise en question de l'existence des changements climatiques et ou de leur origine anthropique. On a le concept plus extrême de climato-dénialisme, qui est un concept pour expliquer le positionnement qui se rapporte à la négation complète de l'existence des changements climatiques, le concept de climato-complotisme, etc. Donc on a vraiment beaucoup de termes qui existent aujourd'hui pour qualifier ces différents comportements. On voit aussi que c'est des termes qui ont évolué à travers le temps. Des années 1970 aux années 2010, les stratégies d'obstruction ou la manipulation de l'information climatique, c'était plutôt des discours qui consistaient à remettre, à vraiment nier l'existence des changements climatiques et de leur origine anthropique. Ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que depuis les années 2010, ça a évolué et ça va plutôt être des discours qui remettent en cause les acteurs ou les leviers de la transition énergétique. Et une petite définition pour finir, celui de la désinformation, et notamment de la désinformation climatique. On voit qu'il y a une forme de continuum de contenu informationnel qui existe, qui va de la mésinformation à la désinformation, avec le vrai facteur de différence entre ces termes, c'est la question de l'intentionnalité. Et la désinformation peut être définie comme tout type de contenu qui sont faux ou trompeurs, diffusés avec l'intention de tromper, justement, ou dans un but lucratif ou politique, et susceptible de causer un préjudice public. Ce qu'on a fait pour parer au manque de données qui existait, dont je vous parlais tout à l'heure, on a procédé en 2 étapes. On a d'abord pris la matrice FIMI du Service européen pour l'action extérieure. On a pris cette grille d'analyse que vous trouverez ici, qui est utilisée pour analyser la désinformation de manière générale. En fait, depuis 2023, le SEAE produit des rapports qui sont consacrés aux acteurs de la FIMI, donc de la manipulation de l'information, principalement en se concentrant sur la Russie et sur la Chine. Et donc, le SEAE a développé cette matrice pour identifier quels sont les canaux de diffusion de la désinformation. Et donc, il y a 4 catégories principales, ou 2 catégories, avec les canaux qui sont assumés et les canaux dissimulés. Et on a aussi tout ce qui est attribué et non attribué. Donc, vous le voyez à l'écran, ce sera peut-être plus simple en le voyant. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est prendre cette matrice-là et alimenter cette matrice avec des cas de désinformation climatique pour essayer de comprendre d'où venait la désinformation climatique, quels étaient les canaux qui étaient utilisés par les États pour diffuser cette désinformation climatique. Les données, ça a été un sujet aussi, cette base de données, parce que c'est évidemment, les États ne reconnaissent pas intentionnellement de faire de la désinformation climatique, c'est assez rare. Et donc du coup, pour faire cette analyse de données, on a décidé de se concentrer sur la Russie et les États-Unis, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est des pays pour lesquels on a des données qui existent déjà. Dans le cas de la Russie, il y a un biais européen en lien avec la situation géopolitique qui fait qu'on a une attention plus importante sur tout ce qui est FIMI provenant de la Russie. Et après, dans le cas des États-Unis, c'est une désinformation qui va être plus directe et qui est donc plus perceptible. Du coup, on s'est concentré sur ces 2 États. En plus de ça, c'est une désinformation climatique qui va aussi cibler l'Europe. C'est pour ça qu'on a choisi ces 2 États. Pour constituer les bases de données de cas de désinformation provenant de la Russie à destination de l'Europe et provenant des États-Unis à destination de l'Europe, on s'est basé sur des cas qui étaient déjà identifiés. Et donc, on a pu constituer une base de données de 120 cas pour la Russie, basée sur EU, VS Disinfo et NewsGuard. Et pour les États-Unis, on a pu identifier 41 cas de désinformation climatique.
Donc évidemment, il y a des limites à cette collecte de données-là qui ne vise pas l'exhaustivité, mais l'objectif de cette collecte de données-là et de cette analyse, c'était de comprendre les tendances principales de l'utilisation, de la manipulation de l'information climatique par des États étrangers. Et ça nous permet quand même d'avoir une idée générale des comportements ou de l'utilisation stratégique qui va être faite de la désinformation climatique. Il me reste combien de temps ? Il me reste 3-4 minutes. Je vais faire une perspective rapide avant de laisser la parole à mes copanélistes pour parler brièvement des résultats. Mais donc, ce qui est revenu dans cette collecte de données-là, c'est que généralement, on a 3 objets principaux, 3 thèmes qui reviennent et qui sont souvent la cible de la désinformation climatique. On a d'abord, le premier qui revenait beaucoup, c'était tout ce qui était les politiques climatiques et énergétiques, qui sont très souvent instrumentalisées, qui sont très souvent un vecteur de désinformation. On a un autre objet qui est l'objet des sciences climatiques ou des scientifiques du climat. Et ensuite, on a un troisième objet qui revenait beaucoup aussi dans ces 161 cas de désinformation climatique, qui sont les événements climatiques extrêmes. On aura l'occasion, je pense, d'expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire dans le cadre des interventions qui viendront après. Et donc, ce qu'on a pu voir et ce que vous pourrez voir aussi dans le rapport, parce que là, ça ne doit peut-être pas être très clair, c'est que ça nous permet de déterminer un petit peu quels sont les principaux canaux de désinformation et quels sont les principaux narratifs qui vont être utilisés par des États. Donc, on va prendre rapidement le cas de la Russie. Ce qu'on voit en prenant la matrice FIMI que vous voyez à gauche, donc l'iceberg, on voit que la désinformation climatique russe, elle est majoritairement dissimulée à 52%, en provenant principalement de canaux qui sont alignés sur l'État ou de canaux qui sont liés à l'État. Et ensuite, on a une partie qui va être aussi assumée, avec à peu près 48% de la désinformation de la désinformation climatique russe qui va être assumée. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, une bonne partie de la désinformation climatique elle va, notamment russe, elle va cibler les politiques énergétiques et climatiques. Et 89% des cas de désinformation climatique ciblaient les politiques énergétiques et climatiques européennes. Environ 7% s'attaquaient aux sciences du climat et 4% aux événements climatiques extrêmes. Les pays, les États qui étaient ciblés, c'était l'Allemagne, l'Ukraine, mais aussi particulièrement les institutions et les politiques publiques européennes. Je vais laisser la parole, je pourrais revenir, on a l'équivalent que vous pouvez voir ici, pour les États-Unis, que vous trouverez. Et donc, on peut éventuellement revenir là-dessus, mais je vais d'abord laisser la parole aux copanélistes pour développer un petit peu le cas russe et le cas américain. Voilà, merci à tous. Merci Mathilde. Alors, en effet, l'objectif donc, des 2 autres interventions, ce sera de détailler en fait le cas états-unien et le cas russe. Et donc, je vais donner la parole à Pallavi, qui est donc en ligne, pour qu'elle puisse nous présenter ses travaux sur les États-Unis particulièrement et la désinformation climatique états-unienne à destination de l'Europe. Pallavi, do you hear us? Yes, I can hear you loud and clear. Can you hear me? Yes, great, thank you. Thank you so much. Well, good afternoon, everyone, and thank you for inviting me to contribute to this rather important discussion. I'm quite honored to be here today and share insights on some of the emerging research into US-linked climate disinformation. Before we proceed, I think it's just important to mention a caveat, which was also kind of addressed earlier, which is that, research on US-linked climate disinformation in Europe is a slightly newer and more emerging area of research. So we only have a small number of reports to go by. I'm sure most of this information will sort of evolve in the months and years to come, but I just wanted to give a heads up. Next slide, please. All right, so before we begin, I think it will be helpful to understand the current climate misinformation landscape. Some of it was touched already, so I'll keep it brief. But historically, climate disinformation has been tied to fossil fuel protection, which is still the case. But most of this form of misinformation goes by the name of climate denial, where we see bad faith actors use rhetoric to mostly cast doubt on climate science and largely reject anthropogenic climate change. So the idea really is to deny science. Now, however, we are seeing the landscape evolve to more sophisticated
sophisticated ways. There's a more nuanced form of misinformation, which includes misleading narratives that go beyond, false claims about, say, the atmospheric pressure or carbon emissions. This type of misinformation narrative mostly focuses on shaping how people understand climate solutions that are needed to address climate change. It goes by the name of climate delay. It's also known as new denial. Some experts call it policy skepticism. And essentially, this form of misinformation accepts that human-induced climate change is a phenomenon. So there's no rejecting of science here. Instead, it uses rhetoric to slow the progress. It's almost a playbook, but some examples would be exaggerating the economic costs of climate policies, undermining the risks that are attached to climate change, sow mistrust in international climate cooperation. And so really the end goal is to justify climate inaction. I just want to give a real example of this, so as to better illustrate the point. So at least in the UK, time and time again, we are kind of told, net zero is costing the economy a lot of money. But we are not really told the whole picture, which is that the cost of climate inaction far outweighs the cost of transitioning to net zero, which means if we were to do nothing about climate change, that would be much more expensive than all of the net zero policies that exist. So as you can see, it is more misleading than it is wholly inaccurate. And because of that feature, it is more challenging to both identify and counter such type of misinformation. Next slide, please. So one of the reasons why climate delay narratives are doing tremendously well in today's day and age is because of the sort of economic conditions that exist, right? So Europeans, have absorbed a series of compounding shocks, whether it's energy price spikes following Russia's invasion of Ukraine, whether it's, acute cost of living pressures. There are several reasons to be anxious, and unfortunately, external actors, bad faith actors, exploit these conditions in that they amplify the existing grievances and sort of direct those grievances to climate and energy policy. Obviously, this is not good news because, it can weaken public support towards decarbonization. It can undermine trust in public institutions, all of the things that we're already seeing. Next slide, please. Okay, so the next slide, I think it would be helpful to kind of understand, what are the conditions in the US before we kind of move on to climate disinformation coming from the US. So since President Trump took office in 2025, his administration has been quite aggressive in rolling back climate action, erasing scientific data, slashing, research funding. There are sort of three broad things that come to mind that are very telling of this. First, of course, is that on the first day of office, the White House issued an executive order formally withdrawing from the Paris Agreement. In the second term, in general, the rollback effort has been quite broad and quite fast. There have been over 300 deregulatory actions that have been taken since Trump took office just in the second term. These include policy announcements, regulatory changes, guidelines, but mostly all of them are directed at rolling back federal climate policy. And arguably, I think the largest climate deregulatory action in US history is to do with the endangerment finding, which is the Environment Protection Agency, the EPA under Trump repealed this finding. And essentially why this is so catastrophic is because this finding stated that greenhouse gases endanger public health and welfare. And this is what enabled the EPA to regulate emissions from vehicles, from power plants and other sources. So if you are kind of repealing this, you're kind of almost hiding the problem, and this then becomes increasingly hard to counter. Next slide, please. Okay, what is the US message to the world, to Europe, to the public? Well, it's been quite blatantly quite clear. Trump's public language has
time and time reinforced denial and delay narratives. Last year in September, Trump addressed the UN General Assembly and promoted several sort of denial and delay statements. He called climate change the greatest con job. He described the carbon footprint as a hoax, a bit of both delay and denial. And I think importantly, these statements were sort of directed to an international audience, and some of it was actually directly targeting Europe's energy choices. So the message was quite clear. I think I really want to stress on the fact that this phrase of drill, baby, drill is, of course, it's used widely now, but it isn't just rhetoric in that it very clearly translates to policy. An example to illustrate this is that in March 2026, the Trump administration announced a deal to pay a French company, Total Energies, nearly $1 billion so that it would abandon offshore wind leases in several parts of the US. And this was essentially a way to pave the way for oil and gas development. So this example kind of shows you how policy and disinformation interact. Because, on the one side, Trump is sort of repeatedly describing renewable energy, wind energy as ugly, as costly, as inefficient, and then sort of following that with, removing wind capacity from the pipeline. So there's a very clear action following those words. Next slide, please. Sorry, this is just, again, an example. This was tweeted 2 days ago by Trump. And just, really, really blatantly proud of some of the climate denial rhetoric coming from the US. Next slide, please. Okay, so US-linked climate disinformation in Europe. Next slide, please. Yeah. Now, it's an interesting sort of case study in that, the analytic framework it's worth looking at the analytic framework. Previously, the sort of FEMI was already discussed. I'll just briefly touch on it in that, FEMI framework, Europe's EMI framework, sort of describes foreign information manipulation in ways which is both manipulative, it's coordinated, and it threatens the democratic procedures and political processes. Now, this is usually quite covert in nature, and therefore it's quite useful to analyze, state-linked Russian and Chinese influence operations through this lens. When it comes to the US, the sort of actions are a little bit more, they're not as covert. One is that it's more networked in the way that it is directed. When it comes to coordination, it's very much decentralized. So there's not any one sort of command control that's, that's kind of directing the actions. Obviously, there's a shared interest in all of these, in this loose sort of ecosystem. There's also a mix of both overt and covert lobbying, which is quite different from, I'd say, I suppose, Russia and China. And when it comes to goals, the goal is to weaken climate policy and largely to protect fossil fuel interests. So I'd say in terms of the EU framing, it sort of sits in the gray zone. Wouldn't say that it's, neatly fits in the FEMI concept. Next slide, please. Okay, there are three sort of actors, I'd say today, with the small amount of research that we have at hand, who are quite who are quite responsible for some of the transnational climate obstruction that we are seeing in EU. Next slide, please. Okay, so the first one is, I term them as fossil fuel aligned think tanks. This essentially, arguably the main player here is this institute called the Heartland Institute, which is a long-standing climate denial organization with very well-documented links, both to the Trump administration, but also to the fossil fuel organizations. It's historically been funded by ExxonMobil. And now it has built quite a strong transatlantic climate denial network.
There are some reports, for instance, an undercover investigation by Corrective, a German investigative organization, revealed the mechanics of this transatlantic network. Heartland's chief strategist, James Taylor, sort of outlined to Corrective how donations can be channeled anonymously through US foundations to European partners. Again, legally, but beyond public scrutiny. And the investigation also found that Heartland Institute, the publications of Heartland Institute, sort of deliberately mimic credible outlets like, the New York Times, so that fringe positions like climate denial are sort of taken more seriously. It also has very close ties to other climate denial groups in Europe, like IKE. It co-sponsors a lot of conferences. This has been happening since 2012. There's been proof of funding, translated material, and then, of course, this German climate denial organization has ties to Germany's far-right party, AfD. There have been reports that the press officer from this climate denial group has actually given testimony. So that's one way of sort of impacting or influencing the political actors. At the same time, I'd say Heartland is also trying to influence public opinion. It paid a German influencer and put them on a monthly retainer to run an anti-Greta Thunberg campaign. So it's sort of trying to do a bit of both. Next slide, please. Okay, now the MAGA networks, again, there's just incoming information on this. The Heritage Foundation is a DC-based think tank, which is sort of best known as, the mind behind the Project 2025, which was essentially a policy blueprint that shaped much of Trump's second-term agenda. And domestically, we know now that it pushed hard for the rollback of climate regulations, for the expansion of fossil fuels, as well as for the defunding of climate energy programs. Unfortunately, the ambitions haven't really stopped at the US border, in that it is now quite explicit that Trump's fossil fuel agenda should serve as a vehicle to bring down net zero policies in Europe. And one can argue that it is acting on it because it convened a private meeting in DC, bringing together some European right-wing lobby groups. It has plans for the near future to sort of influence climate policy in Europe. Next slide, please. The last sort of actor, rather an important one, would be some of the internal political parties within, in EU, in the UK, who kind of have sort of close ties with the Heartland Institute. So one thing to note is that the Heartland Institute took quite a significant step in last year, in that it opened its first dedicated UK-EU office in London. So, one can argue that it's no longer a transatlantic operation because it sort of has a permanent European foothold. In the UK, its connections run quite close to political mainstream. Reform leader Nigel Farage attended the launch of the headquarters last year. But even when you look at Europe, in Austria, we know now that 2 FPO MEPs have been working directly with Heartland since 2023. So again, all sort of ties down to some of the internal factions working with factions based in the US. I would say one of the most consequent sort of results of Heartland dealing with parties or groups in Europe and in the UK is that it actively lobbied Hungarian lawmakers to withdraw support from the EU Nature Restoration Law in 2024, which, as a result, it still got passed, but Hungary did sort of go back on its support. And even in Poland, Heartland has connections with trade unions like the Solidarity Trade Union. Both the groups co-signed a joint statement opposing the EU Green Deal. So again, all very out in the open, not very covert, but still happening. Next slide, please. Next slide, please.
Okay, just to quickly go over the topics, again, no sort of surprises here, but climate denial is something that's still, promoted by some of these actors. So it's by no means on the margins. But we are, of course, seeing climate delay, which is net zero and energy costs. One of the most persistent narratives I would argue in this space is to claim that net zero is driving, or energy or renewable energy is driving household energy bills. And I'd say it's become quite a central tool for those seeking to delay climate action. Of course, the EU Green Deal has been a big target. Foreign actors, including the Heritage Foundation, are working quite systematically to sort of promote anti-EU Green Deal narratives. And last but not the least, we often see a lot of misinformation tied to, or rather reframing of national sovereignty. A common misinformation tactic is to frame international climate agreements as tools of supranational overreach. They're often framed as threats to national sovereignty, framed as instruments of external control. In fact, obviously, the opposite is true in that these are coordinated efforts to address a problem that impacts all of us. Next slide, please. So now, what are the sort of potential impacts? I think some are really obvious. Obviously, it could potentially impact, slowing the emissions reduction. It can undermine support for renewables. It can have quite an impact on energy insecurity. That's quite a worrying one because that then increases sort of household bills as well. I would argue that some of the most potential impacts, which I do think we are already starting to see, is that climate itself has become a wedge issue, right? It is being used to mobilize people against climate policy, against democratic institutions, and some people have been successfully convinced to sort of there is dwindling support for climate policies. Although poll after poll, we see that people are concerned about climate change. When it comes to the solutions, those, sometimes polling suggests that is sort of dwindling. So I think largely it's not just political, but also sort of weakening of public support. And I think from a defense and security perspective, it's also worth stating that, climate disinformation really is not just about an environmental issue. It does have implications for energy security, for alliance cohesion, and in general for Europe's collective ability to sort of respond to crises. Next slide, please. I just like to end with, this doesn't really have too much to do with the US, but I just wanted to quickly take everyone through a real example of where misinformation has indeed entered, local politics here in the UK. My colleague and I recently published a study where we examined 10 local county councils led by a right-wing party called Reform UK. And essentially, the idea was to understand their approach towards net zero and climate change, because publicly they've been quite strong about their stance towards net zero and climate change. And again, the findings were quite worrying. 7 out of 9, so we looked at 10, but out of those 10, only 9 were had complete control by Reform. 7 out of those 9 Reform-run councils have absolutely scrapped emissions targets. They are also replacing climate-friendly language. So they're using vague terms like energy efficiency, operational efficiency. Arguably, one of the most worrying trends is that councillors in 5 councils have used language that is categorized as climate change denial, not just on their social media handles, but actually in council chambers. And 1 county council has even used climate denial to support a formal decision-making process. So they've put it in a formal motion. So this is a very, very clear example of where climate misinformation is
no longer sort of on the fringes on social media. It has actually entered politics, and it is making an impact on some of the formal decisions that are being taken by politicians. That's it. That's my time. Thank you. Thank you. Merci, Pallavi. Et donc, pour terminer les interventions, je me tourne vers vous, Julien. Et pour maintenant passer de l'autre côté du continent et nous parler de la Russie. Comment est-ce que la Russie utilise la désinformation et comment est-ce que les enjeux climatiques sont une partie de la désinformation russe? Effectivement, merci beaucoup, Éléonore, pour votre invitation à m'exprimer sur ce sujet. D'ailleurs, je rappelle qu'intervenant avec l'étiquette du CAPS, ce que je dis ne représente aucunement les vues du ministère des Affaires étrangères. C'est le disclaimer habituel, donc je m'y plie, bien entendu. Alors, effectivement, le cas de la Russie est toujours intriguant sur cette thématique, parce qu'à première vue, c'est pas le champ environnemental et climatique n'est pas celui sur lequel on attend le plus souvent la Russie au tournant quand il s'agit d'entreprendre des campagnes de désinformation, de manipulation d'information au long cours. Seulement, il y a quand même matière à dire et je vais essayer, voilà, dans le temps qui m'est imparti, en restant très synthétique, de vous donner quelques clés de lecture, pardon, en partant, rien ne m'y contraignait bien sûr de la parole présidentielle, parce que évidemment Poutine s'est prêté à plusieurs reprises publiquement à quelques saillies, jetant un doute très profond sur les origines du changement climatique, et c'est vrai que, alors, sans forcément le citer tel quel, parce que pour le coup il ne s'agit pas d'ajouter évidemment du grain à moudre, mais globalement depuis la fin des années 2000, j'ai retrouvé ses premières citations dans la foulée de sa fameuse conférence de Munich en 2007, où il prenait une posture extrêmement comment dirais-je, critique, vindicative vis-à-vis de l'Occident, et la question du changement climatique commençait à apparaître timidement dans certaines de ses sorties publiques, avec l'idée que personne ne connaîtrait les causes du changement climatique, et qu'au fond tout ça ne serait qu'une question de cycle terrestre, et que ce serait normal, et que voilà, il n'y aurait aucun enjeu de fond. Tout ça étant évidemment implicitement lié à la question pétrogazière, pour des raisons très évidentes. Mais globalement, depuis une petite vingtaine d'années, il y a peut-être moins d'outrance, je dirais, verbale que, par exemple, le cas d'un Donald Trump aux États-Unis. Mais, et ça c'est peut-être un de mes arguments, on verra si ça se confirme aussi à plus longue échéance, il y a peut-être davantage de corrosivité sur le long terme par les manœuvres de la Russie dans ce champ climatique peut-être que dans le cas américain, même s'il ne faut certainement pas sous-estimer évidemment la reprise de la situation ex ante, hein, donc avant le retour de Trump 2, et ce qui a suivi. Alors évidemment, la Russie recourt à cette désinformation climatique. C'est pas un phénomène marginal, pas si le bon terme, mais c'est pas un phénomène marginal, parce qu'en fait ça s'inscrit dans ce vaste appareil de guerre de l'information. Et le climat s'est perçu par les décideurs russes comme étant un objet parmi d'autres dans cet usage stratégique de l'information. Et ça, c'est important, voilà, de bien retenir ce caractère instrumental, parce qu'au fond, il s'agit pas finalement de faire œuvre de conviction, de jouer sur des croyances, mais plutôt sur le fait d'aller, dit de façon un peu triviale, d'aller pourrir le modèle adverse. Et ça rejoint plus largement le virage de la stratégie informationnelle de la Russie depuis la fin des années 2000, à savoir depuis le rétex tiré de la guerre en Géorgie à l'été 2008, où les décideurs russes ont compris qu'ils auraient peut-être davantage à gagner en jouant sur les contradictions de l'adversaire et en dégradant le modèle adverse, plutôt qu'en diffusant une image positive, qu'en diffusant des récits qui vont dans le sens de ce que nous on appelle le soft power. Donc voilà, ça c'est peut-être un point préliminaire, parce que je pense que c'est important d'essayer d'ancrer cette notion,
cette question climatique dans ce vaste appareil russe. Donc il ne s'agit pas uniquement d'aller nier le changement climatique, son origine, ses conséquences, mais plus largement d'aller exploiter autant que faire se peut, toutes les fractures, toutes les failles politiques, sociales, scientifiques, toutes les controverses scientifiques et géopolitiques que cette thématique climatique amène de plus en plus dans le débat public. Et dans les sociétés que la Russie essaye de cibler peut-être davantage que d'autres. Et ça, j'y reviendrai peut-être dans un second temps, parce que là, je vais essayer, dans le cas européen, de suggérer quelques cibles prioritaires et puis de vous dire pourquoi. Alors, évidemment, en termes de diversité de récits, la Russie, jusqu'à aujourd'hui, essaie de mobiliser différentes stratégies narratives, avec un focus européen assez marqué. Et j'essayais de distinguer ce qui fait justement la nature de cette stratégie russe dans le domaine climatique. Le premier type de récit, ce serait de parier sur le doute scientifique. Donc en essayant de... la Russie n'est pas seule, hein, la Chine aussi y contribue assez largement, mais de relativiser le consensus, de mettre en cause des chercheurs, d'insinuer l'idée que la science, au sens large, serait politisée, etc. Bon. Là, encore une fois, c'est disclaimer, la Russie n'est pas le seul acteur à propager ce type de doute. Le deuxième type de récit, c'est d'aller attaquer, parfois frontalement, parfois de manière plus discrète, les politiques climatiques qui sont généralement présentées par les acteurs russes comme étant inefficaces, comme étant punitive, déconnectée des réalités. Donc il y a très souvent dans les récits russes l'idée qu'il y aurait une thématique totalement hors sol et décorrélée des réalités sociales. Donc ça revient souvent. Et d'ailleurs, sans faire de dessin, ça rejoint aussi clairement l'agenda politique de forces réactionnaires, très souvent dans nos pays européens. Troisième type de récit, c'est peut-être le type de récit que la Russie aime bien propager sur le long terme, c'est d'opposer climat et sécurité économique. Donc en mettant l'accent sur les coûts de l'énergie, sur l'emploi industriel, sur le pouvoir d'achat. Hein. Donc la Russie se soucie du pouvoir d'achat des citoyens européens, c'est très beau. Mais pour le coup, on a vu à différents moments de crise sur l'augmentation du prix de l'essence, sur l'augmentation du prix du chauffage l'hiver, etc., que c'était des pics d'activité. Et ça reste d'ailleurs, en ce moment même d'ailleurs, un pic d'activité des acteurs russes qui essaient de diffuser là aussi, autant que faire se peut, cette thématique-là, en mettant le doigt là où ça fait mal pour le citoyen, l'usager, le consommateur européen. Et en lien avec ce troisième type de récit, le quatrième et dernier, c'est plus largement la question de la délégitimation de l'Union européenne dans ce champ climatique, qui n'est qu'un prétexte, hein, parce que pour le coup, la délégitimation européenne, c'est aussi un objectif plus large pour l'acteur russe. Donc, il s'agit là de décrire l'UE comme étant intrusive, comme étant hypocrite, c'est-à-dire pratiquant les doubles standards, etc., etc. Donc là, on verra qu'avec quelques pays, ça prend des formes plus concrètes, notamment l'Allemagne. Hein. Ils ont bien titillé l'Allemagne sur ces questions-là, et je vous dirai pourquoi. Donc là, l'Union européenne, en tant qu'acteur institutionnel, elle est directement prise pour cible par des acteurs russes. Depuis 2022, hein, donc depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, il y a des récits hostiles au Green New Deal qui ont été propagés, qui sont amplifiés, hein, toujours actuellement par des relais pro-Kremlin. Et ça passe par des chaînes de type RT, Sputnik, des boucles Telegram, des chaînes Telegram, des influenceurs qui sont aussi mobilisés de façon ad hoc pour aller casser l'enjeu du Green New Deal, avec l'idée d'aller accuser l'Union européenne de nuire à sa propre indépendance énergétique et
aussi en contrepoint d'aller imposer aux pays du Sud, aux pays du Sud des normes spoliatrices. Donc ça c'est important en fait, hein, il s'agit d'une européenne, mais aussi en contrepoint vraiment en miroir de ça, de faire passer l'idée auprès de quantité de pays du Sud, Afrique subsaharienne, Amérique latine, Asie du Sud et du Sud-Est, etc., que les pays européens, les pays les riches, jouent volontairement, délibérément contre eux en diffusant des normes là aussi prédatrices, etc. Donc ça c'est un point important parce qu'en fait cette stratégie russe elle a pour cœur de cible l'Union européenne, mais elle joue aussi par ricochet. Et ça je pense que c'est aussi un enjeu de recherche qui est très très important, même si ça pose beaucoup de questions pratiques pour trouver les bons acteurs et relier tous ces champs, tous ces récits. J'en reviens au canot, en espérant que mon temps n'est pas encore... Quelques minutes, d'accord, très bien. Sur les canaux, avant de passer aux principales cibles au sein de l'Union européenne, les canaux, en fait, ils sont, alors sans utiliser un terme que j'exècre, hybride, parce qu'en fait, il y a une mobilisation quand même tous azimuts des différents types d'acteurs que la Russie aime bien recourir. Donc les médias internationaux que j'ai évoqués, hein, les médias russes d'État, pardon, RT Sputnik, sont très très souvent les acteurs les plus au front pour aller disséminer ces cadrages, pour aller relayer, hein, faire œuvre de relais de ce type de contenu. Dans un deuxième temps, les réseaux sociaux vont, notamment X, mais aussi Telegram, hein, que je considère comme un réseau social, pour créer des boucles, des chaînes qui vont jusqu'à 200 000 utilisateurs. Donc, c'est quand même pas une petite agora, hein, c'est évidemment un canal extrêmement important. Et ça, ce relais par réseaux sociaux permettra d'amplifier très rapidement certains types de récits, notamment des contenus très courts, très très visuels, donc en pariant sur des mèmes, sur des vidéos extrêmement courtes généralement, et qui vont jouer sur l'émotion, parfois sur l'outrance, hein, donc au fond la réaction, la réaction, enfin la mobilisation de nos ressorts les plus intimes. Également, il y aura parfois des sites d'agrégation de contenu, des blogs, des pseudo-médias, des réseaux d'influenceurs qui vont ajouter une espèce un caractère extrêmement dense à ce type de manœuvre. Même s'il ne faut pas non plus négliger le fait que cette mobilisation passera aussi par des communautés politiques militantes qui sont déjà polarisées, notamment au sein des pays européennes. Et ça, pour la Russie, ça présentera l'avantage de réduire le coût de pénétration de ces différents messages, hein, de ces différents récits. Donc ça ne fait que contribuer à la circulation finalement de tous ces narratifs. Et c'est évidemment l'effet recherché par l'acteur russe. Donc généralement, ce qu'il y aura, ce sera du côté de l'acteur russe, même si je ne l'essentialise pas, hein, il est très très divers comme vous l'avez compris. Il y a un récit qui est produit sur lequel les responsables russes choisiront de mettre l'accent, pas par son côté clivant, pas parce qu'il permettra d'obtenir des gains médiatiques, informationnels à court, moyen ou long terme. Généralement, c'est quand même le moyen et long terme qui sont privilégiés, même s'il ne faut pas non plus sous-estimer l'immédiateté. Ensuite, ce sera vraiment l'idée de reprise par des médias locaux. Il y a vraiment une forme de relocalisation des contenus, des récits russes qui est aujourd'hui devenue très importante. On a beaucoup parlé il y a quelques mois de la campagne municipale en France, en cherchant quels étaient les types de récits éventuellement appropriés par nos médias locaux, ou par des influenceurs locaux, etc. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment recherché et qui dépasse d'ailleurs, hein, le théâtre européen, hein, ou français. Hein. On retrouve ça aussi du côté américain, etc. Où au fond il n'y a plus besoin de recourir aux services de tels services de renseignement russes. Hein. Il y a aussi des acteurs locaux qui servent vraiment de relais et puis même, je dirais, de services d'ingénierie, hein, pour enfiler une mauvaise métaphore. Donc, répétition, adaptation aux contextes locaux qui est vraiment aujourd'hui très très notable dans le cas de ces acteurs, avec une forme de souplesse là aussi qui est
qui est peut-être plus neuve dans le cas russe, hein, plus inédite qu'elle ne l'était il y a encore quelques années, il y a encore 3-4 ans. Donc là, le contexte de la guerre en Ukraine a vraiment donné une impulsion à cette réadaptation de l'appareil russe au sens large, y compris sur la question climatique. Alors, dans l'Union européenne, et puis je vais rester court parce que mon temps de parole va s'écouler, mais jusqu'à présent, la Pologne fait figure, fait figure de cible plutôt prioritaire. Alors, il se trouve que la Pologne est très active sur le front de la lutte contre les manipulations d'information, partie du format Weimar avec la France et l'Allemagne en particulier, au sein duquel elle se montre extrêmement proactive. Mais sur le plan des contre-réponses, d'ailleurs, la Pologne avait mis dans ses 3 priorités de sa présidence de l'Union européenne au premier semestre 2025 la question de la lutte contre la désinformation climatique. Et ça, c'était assez notable parce que jusqu'à présent, on n'avait pas d'exemple similaire. Et vous avez un débat national en Pologne qui va articuler très, très étroitement la question de la sécurité énergétique, vieille problématique dans le pays, le prix de l'énergie, la question de la transition aussi climatique, qui n'est pas d'ailleurs un mince enjeu quand on connaît le mix énergétique actuel en Pologne. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, les récits russes y trouvent un ancrage assez favorable. En général, en fonction là aussi de différentes régions, de différents bassins d'emploi, parce que il faut aussi avoir une forme de nuance sur ce sujet. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être le cas d'étude le plus intéressant. Également en déviant vers les pays baltes, plus à l'est et au nord, où la fragmentation du paysage médiatique oblige, en raison y compris comment dirais-je, de la présence de minorités russophones en Estonie et en Lettonie, vous avez une possibilité là aussi de relais par des moyens locaux des différents récits russes. Et juste pour finir avec l'Allemagne et la France, en m'excusant de synthétiser très rapidement, mais en Allemagne, vous avez là typiquement un pays qui est comment dirais-je, favorisé par ces différents types de récits russes, parce qu'en fait, vous avez une concentration d'enjeux assez décisifs dans ce pays. Vous avez transition industrielle, plus ou moins douloureuse en fonction des régions au sein du pays. Vous avez la sécurité énergétique allemande, qui là est là aussi un vieux sujet qui a créé beaucoup de clivages politiques dans les différents camps politiques. Vous avez les controverses sur le chauffage, là aussi, donc avec un retour au charbon. Ça suit aussi l'époque Merkel, hein, depuis 15 ans. Et plus largement, une polarisation politique très, très marquée autour du climat. Donc, sujet depuis très longtemps approprié par la société civile en Allemagne, mais plafond de verre avec aussi des milieux industriels qui ne jouent pas forcément le jeu en la matière. Donc ça crée un terreau très favorable pour ces acteurs russes de la menace et qui trouvent de plus en plus, notamment avec l'AfD, des relais très, très, très commodes. En France, on peut trouver des problématiques. Alors, relativement similaire, toute proportion gardée, avec la différence quand même très notable des choix énergétiques qui ont été faits en France avec la question nucléaire, donc qui nous immunise de certaines tendances observables en Allemagne ou en Pologne, mais le fait qu'il y ait comment dirais-je, des contestations récurrentes sur les élites, des débats là aussi très récurrents sur les prix de l'énergie, etc. Là aussi, ça crée des insatisfactions qui sont autant de possibilités pour la Russie de prendre appui dessus. Donc c'est pas la thématique centrale que la Russie cherche à mobiliser, mais ça contribue largement à accroître cette espèce d'insatisfaction permanente qui est recherché par la Russie dans son traitement, dans sa relation avec l'Union européenne. Donc si je devais résumer en 15 secondes, c'est vraiment une forme de grande souplesse entre les différents acteurs mobilisés, que c'est pas une simple question de déni du changement climatique ou du climat, hein, c'est vraiment une forme d'opportunisme très 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 adaptatif et sur le plan international, une grande discrétion dans les grandes enceintes, hein, évidemment, de débats. Là aussi, en réponse à cette conception très 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 cynique, hein, finalement, du changement climatique. Donc voilà, j'en reviendrai vraiment pour clore à cette forme
voilà, d'adaptivité, pardon, et de cynisme, une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci pour ces 3 interventions. On va maintenant pouvoir passer aux questions du public. Donc, vous pouvez lever la main, attendre qu'il y ait un micro qui vous soit donné. Et n'hésitez pas aussi à ceux qui nous écoutent en visioconférence à poser vos questions dans le chat et on pourra vous les prendre. Et il y a une question juste devant, juste ici. Merci beaucoup. Il va falloir que j'en synthétise une seule, ça va être compliqué. Alors, déjà, je ne vous attendais pas sur cette explication par rapport au sujet. Je vous attendais plus sur notamment le cadre économique qui est celui du néoclassique et qui exclut dans ses fondamentaux les actifs naturels, ce qui fait qu'on ne comptabilise nulle part tout ce qui va porter sur l'environnement, le bien-être dans l'environnement, la régénération, etc. Ce qui fait que, en termes de positionnement politique ou en termes de positionnement géostratégique, ça ne transparaît pas du tout dans les échanges entre les acteurs. Bon, du coup, c'était pas ça ma question. Je vais passer directement sur challenger l'UE dans ses incohérences. Ma question, c'est comment réagit l'UE? Est-ce qu'elle travaille sur l'amélioration de son récit interne et notamment de réduire ses incohérences sur les questions climat? Alors, le lien avec la désinformation, comment vous le faites là, du coup? Le lien avec la désinformation, je le fais à plusieurs niveaux, notamment au titre de comment se positionnent les États, par exemple. Est-ce qu'ils sont plutôt dans le déni? Est-ce qu'ils sont plutôt dans le délit d'initié du siècle sur on va désinformer, donc on va réduire les actions ou on va retarder les actions des gouvernements, des États, des pays. Par exemple, on vise le plus 2 degrés. Pourquoi pas? L'une des conséquences, c'est l'atteinte des seuils sur les coraux. On perd 25% de la biomasse marine. 500 millions de personnes sont concernées par des famines, des problématiques économiques, etc. Peut-être qu'on joue dessus, finalement. Est-ce que c'est, on va dire, l'option qui a été mise et donc les États qui font de la désinformation se positionnent pour ces marchés, ces niches qui vont être créées par justement le retard qu'on va prendre sur les démarches d'adaptation? On va, je pense, répondre sur la manière dont l'UE se Oui, je pense aussi. Ouais. Mathilde, je te laisse. Peut-être pour répondre à un des nombreux points que vous avez mentionnés sur la réponse européenne. C'est quelque chose dont on parlera après, avec Katharina Zwiegel, qui est juste devant moi, justement. Il y a une prise en compte relative et assez marginale de l'Union européenne des enjeux de désinformation climatique. Il y a des cadres qui existent aujourd'hui, comme le DSA, qui est le Digital Services Act, qui est entré en vigueur en 2024, qui, en gros, lutte contre les enjeux de désinformation, mais qui ne prend pas spécifiquement en compte les questions climatiques. C'est un aspect qui reste marginal. Donc on a un cadre qui existe quand même, qui peut être perfectionné, mais on a déjà les prémices d'un cadre réglementaire. Et au niveau français, on a aussi des cadres plus généraux sur la désinformation, mais qui intègrent cette donnée climatique et qui intègrent, comme le disait Pallavi et Julien, qui intègrent le fait que le climat peut être un outil de déstabilisation. Donc on a Viginum en France, par exemple, qui prend en compte la désinformation comme moyen ou comme outil de déstabilisation supplémentaire dans le cadre de différents modes opératoires. Ce n'est pas quelque chose qui est regardé en tant que tel, mais ça fait partie des outils qui sont, des sujets qui sont analysés pour la désinformation climatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors on peut commencer en haut à droite et remonter ensuite vers ici.
Allô, allô. Oui, si je résume les 2 interventions de Pallavi et de Julien, j'ai eu l'impression que les relais en Europe, c'est l'extrême droite. Est-ce que c'est que ça ou est-ce qu'on loupe pas quelque chose? Julien, je vous laisse répondre pour commencer. Euh, Alors, non, j'essaie de vous donner une réponse. Et puis, puisque en fait, juste avant, je repensais à la question de la conception de l'Union européenne. Donc, pour le coup, ça fait un grand écart conceptuel, mais c'est une question importante parce que effectivement, jusqu'à présent, c'est quand même très majoritairement des communautés en ligne, effectivement affiliées à des idéologies d'extrême droite qui sont concernées par le fait d'aller propager et d'aller créer ce type de contenu. Euh, dans les autres camps politiques, vous n'avez pas cette même recherche de friction par rapport à la question climatique. C'est pas pour autant qu'il y aura pas parfois des doutes formulés, ou des cas plus isolés, effectivement, de diffusion, de remise en cause du changement climatique. Mais globalement, il y aura davantage il y aura davantage une logique coalisée par des acteurs affiliés à l'extrême droite sur cette question-là. Et ça, vous la retrouvez en France, mais vous la retrouvez dans la plupart des pays européens. Enfin, pour me concentrer vraiment sur les pays européens, c'est une constante que vous retrouvez en Allemagne, par exemple, en Espagne aussi, pour les pays que je connais un peu mieux, et en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si... voilà, on n'a pas évoqué finalement le Royaume-Uni, si tout à l'heure peut-être c'est évoqué, mais là c'est aussi une constante au sein de Reform UK, où ça fait partie vraiment de leur ADN politique. Donc je vous répondrai très simplement que oui. Voilà. Pallavi, est-ce que vous pouvez commenter aussi sur du coup le rôle de l'extrême droite dans les relais de désinformation en Grande-Bretagne et notamment sur vos travaux sur Reform UK? Yeah, I think if I understood the question correctly, I think well, to answer the question, most of the research points towards right-leaning factions who tend to deny climate change or to use the rhetoric of delay. Having said that, I don't think the motivation is always ideological. As we've seen, whenever the fossil fuel industry is in the mix, it's a more economic motivation, right? So there's no ideology. From all the research that's that we have on our hands, it does seem a problem of some factions on the right. There are a couple of factions within, for instance, the right-leaning party here, which is conservative, and some politicians within the Conservative Party are very, very pro-climate. So I wouldn't say everyone on the right is sort of anti-climate action. Some are. I think it's really increasingly difficult to say what those motivations are. Is it ideological? Is it financial? We don't know. Ok, thank you very much, merci. Et peut-être un dernier point aussi pour compléter, ce qui est complexe aussi, c'est de voir la porosité de ces différents acteurs. C'est-à-dire qu'on a des acteurs politiques à l'échelle domestique, à l'échelle internationale. Ensuite, on a les acteurs du secteur des énergies fossiles, de l'économie de l'attention. Et c'est très difficile de faire ce travail d'attribution de qui est à l'origine de ce récit-là, qui le propage, qui permet la résonance de ce récit. En fait, c'est vraiment l'imbrication de tous ces acteurs-là qui donne cet écho et qui provoque les répercussions que la désinformation climatique peut avoir, quoi. Donc, moi, j'aurais tendance à souligner justement l'aspect vraiment chaîne de valeur, quoi. C'est vraiment une forme d'imbrication de différents acteurs. Chacun n'a pas un rôle précis. En revanche, ils participent tous d'une manière ou d'une autre à cette désinformation climatique. Merci. Oui, Sarah, tu avais une question?
Merci. Mais finalement, vous y aviez un tout petit peu répondu. Ma question était sur les motivations des États-Unis, justement. Autant pour la Russie, ça paraît assez clair, il y a un conflit plus ou moins ouvert avec l'Europe. Autant sur les motivations des États-Unis, est-ce que c'est purement économique pour qu'on continue à utiliser leur pétrole, ou est-ce qu'il y avait d'autres motivations derrière, puisqu'apparemment, il n'y a pas de conflit ouvert avec l'Europe. Donc, le cadre plus global. Merci. Et Pallavi pourra répondre aussi, parce que j'imagine qu'elle aura certainement des éléments pour compléter. Mais peut-être pour revenir sur les chiffres qui sont ressortis dans notre analyse, donc dans la matrice FIMI qu'on reprend, on a identifié à travers les différentes bases de données 41 cas de désinformation climatique qui étaient attribués aux États-Unis. Et il y a deux choses. La première chose à mentionner, c'est que la désinformation climatique américaine, elle est plutôt dissimulée de manière générale. En revanche, ce qu'on voit, c'est que la partie assumée de la désinformation climatique provient de manière très importante des canaux officiels de la Maison-Blanche. Et ça, on voit qu'il y a une évolution très importante depuis fin 2024, début 2025, et qu'il n'y en avait pas avant. Et donc, du coup, on peut l'attribuer potentiellement à la deuxième administration de Trump. Donc, on voit aussi dans les chiffres ce qu'on suppose et ce qu'on perçoit, nous, de manière générale, c'est-à-dire Trump qui tweet que les changements climatiques sont un canular. Et après, nous, il y a effectivement ce premier sujet, ce premier objectif économique qu'on a identifié. C'est assez clair, c'est assez direct comme des informations climatiques. On le retrouve dans la National Security Strategy, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis 2025, où les changements climatiques sont, enfin c'est écrit noir sur blanc, sont présentés comme des idéologies désastreuses qui ont gravement nui à l'Europe, menacent les États-Unis et subventionnent leurs adversaires. Donc il y a vraiment une mise en avant de ça. Et après, l'autre sujet dont Pallavi a parlé aussi, c'est la dimension idéologique qu'on peut attribuer justement à cette hausse de désinformation qu'il y a eu depuis la deuxième administration Trump. Et en ce sens, la désinformation climatique américaine, il y a certains chercheurs qui parlent d'un populisme anti-écologique, parce qu'en fait, les changements climatiques cristallisent vraiment tout ce qui peut être utilisé par des leaders populistes. Donc voilà, donc il y a un petit peu ces deux dimensions-là, nous, qu'on a mis en avant, l'aspect économique et l'aspect idéologique, qui pourrait expliquer cette désinformation climatique quand elle provient des États-Unis et qu'elle cible l'Europe. Pallavi, do you want to add something on the Yeah, US I motivations? completely agree. I think it's I think in my opinion, I think it's increasingly difficult to be very sure about what the motivations are. There's just no way you can tell unless there's more research, which I'm sure there will be in due time. With the fossil fuel industry, we have enough evidence, we have enough documents to show that there is an economic interest that's tied to the industry. But for any other faction, whether it's the US administration, or whether it's disinfluencers in the US like Jordan Peterson, taking part in events here in the UK, in Europe, opposing climate policy and being opponents of climate action, it is really hard to say why they do what they do. And I think one point that I just want to briefly touch on is, it's obviously useful in the big scheme of things. It's useful to understand the motivations, but really the end impact is the same, right? So it doesn't really matter at the end if a climate policy is being dismantled, then it doesn't matter what those motivations are, whether it's economic, whether it's ideological. So I think there is a sense of one shouldn't overemphasize or spend too much time, I would say, in trying to look at policy interventions to fix that problem. Merci. Il y avait une question tout au fond, et ensuite on prendra votre question. Et il y en avait une. J'avais une question à propos de la population, de la société civile russe, puisque j'ai cru comprendre donc que cette désinformation climatique s'inscrit plus dans une logique opportuniste que fondamentalement idéologique. Est-ce qu'il y a des voix donc en Russie qui s'élèvent à ce sujet? Quelle est la liberté aussi peut-être on sait, mais y a-t-il peut-être vraiment des gens qui portent la cause écologique, et surtout quel est un peu comment est-ce reçu au niveau de
vraiment de la globalité de la population russe? Ma réponse risque aussi d'être assez courte, hein. La liberté en général dans ce pays est devenue une notion très critique pour des raisons évidentes. Et la question du climat, en fait, dans des mobilisations au sens large, c'est impossible. Et puis la question climatique, en fait, il y a eu beaucoup de répression vis-à-vis de la sphère militante de très longue date, en fait, hein. C'est pas depuis février 2022, mais j'ai le souvenir, pour m'intéresser à ces questions-là, dès 2010-2011. Donc on était à une époque d'essor du numérique en Russie, de contestation, enfin de militantisme par le biais des plateformes et des blogs, etc. Et déjà à l'époque, certains activistes étaient déjà persécutés. Donc je dirais qu'il y a une sorte d'historique déjà présent, et ça n'a pas aidé évidemment à structurer un agenda citoyen de défense du climat et de l'environnement en Russie. Donc ça, voilà, c'est une partie de ma réponse. Et puis, non, actuellement, non, c'est une thématique qui n'est pas du tout à l'agenda. Bon, parce que vous avez une mobilisation sociale qui est totale autour de l'effort de guerre contre l'Ukraine, et parce que toute la sphère numérique est devenue entièrement verrouillée. Donc ça réduit à néant toute possibilité, si vous voulez, pour rester civil. Bien malheureusement. Oui, il y a une question au premier rang. Merci beaucoup. C'est moi une question, je voulais plutôt réagir à cette question des motivations et idéologies. Et en fait, il y a aussi cette fait que la désinformation climatique est utilisée pour d'autres fins. Donc pas juste autour de la question d'avoir un impact sur les politiques climatiques. On le voit beaucoup aux États-Unis. En fait, ça s'inscrit dans une politique plus large pour mettre en cause toute l'approche européenne envers la réglementation, envers les droits fondamentaux. Au Brésil, c'est beaucoup utilisé pour discréditer le gouvernement actuel. Il y avait beaucoup de désinformations qui circulaient pendant la COP30, pas juste pour les attaquer sur la politique climatique, mais sur leur politique en général. Et par exemple, en Ukraine, la Russie l'utilise aussi beaucoup dans la guerre pour discréditer qu'est-ce qui fait le gouvernement, par exemple, pour sécuriser Tchernobyl. Donc il y a aussi vraiment, comme c'est un sujet tellement polarisant, qui est utilisé pour d'autres fins au-delà de la politique climatique. Merci. Oui, au troisième rang, juste là. Merci pour votre patience. Merci beaucoup, oui, vous m'entendez. Merci pour vos interventions. Moi, je voulais vous demander si vous avez observé que l'usage de l'intelligence artificielle qui s'est beaucoup développé ces dernières années a eu des effets sur soit les canaux de diffusion de cette désinformation climatique, sur la forme qu'elle peut prendre aussi, sur peut-être son ampleur qui aurait pu s'accroître. Voilà. Nous, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on s'est particulièrement arrêté dans le cadre de l'analyse. On a essayé de regarder plus généralement les acteurs de l'économie de l'attention. On sait qu'il y a disons que la désinformation climatique se propage plus rapidement aussi grâce à l'intelligence artificielle, que les plateformes bénéficient du coup de ces nouvelles technologies-là. mais on ne s'est pas penché plus dessus, peut-être que Julien ou Pallavi ou Katharina. Non. Oui, donc effectivement, je pense un des effets les plus importants de l'IA, c'est la création des deepfakes qui ne a pas que juste comme effet que il y a des vidéos qui tournent ou d'une crise climatique qui n'a jamais eu lieu, mais aussi qui a un impact sur la confiance dans les vraies images. Et donc ça, par exemple, c'est un enjeu pendant la crise en Valence. Il y a des vraies images des inondations qui tournaient où les gens commençaient à se questionner, est-ce que ça a vraiment lieu? Donc il y a vraiment
au-delà de comment l'utiliser pour accentuer les campagnes, parce que ça aussi, c'est l'autre chose, on automatise la diffusion des informations en ligne pour donner plus de visibilité, plus de crédibilité. Il y a ce grand enjeu de crise de confiance dans les images et les vidéos qui, il y a une dizaine d'années, était quand même un facteur de confiance. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? On va en prendre peut-être une ou deux dernières avant de finir. Ouais, au bout là. Oui, je suis un peu dubitatif par rapport justement à cette guerre d'information. Parce que d'un côté, on a les pays les plus puissants, les plus grands, la Russie, la Chine, et en même temps, on a aussi la France. Et je pense que tous ces trolls, parce que c'est quand même, comme la collègue disait, c'est vraiment des trolls qui propagent des millions de fausses informations tous les jours. Ça nous mène à une question qui va se diviser entre le monde scientifique, qui n'a aucune concertation, en tout cas claire, par rapport aux effets visibles à court terme, à long terme, par rapport au changement climatique, parce que tout est une question des chiffres d'interprétation. Et selon le pays où on interprète les données, on n'a pas les mêmes choses. Donc la question, c'est de savoir, dans les contextes actuels où on change justement des gouvernements et des courants politiques, qui a, entre guillemets, cette vérité. Les scientifiques qui essayent d'interpréter des chiffres et des données et des faits climatiques, qui ont tendance à se répéter, et en même temps les États aussi qui financent les scientifiques aussi qui travaillent pour des groupes privés. Donc en fait, la désinformation... Effectivement, c'est une balle en fait que tout le monde se tourne. Et ma question, c'est de savoir quoi faire par rapport au monde citoyen, parce que c'est vrai qu'on a eu l'affaire du siècle, on a eu l'affaire du plomb. Et effectivement, il y a une inaction de la part du gouvernement français qui est visible. Donc, la question se pose par rapport aussi aux incohérences actuelles, l'avion, petite distance, longue distance, le train. Je pense qu'on est aussi dans un débat interne national concernant cette transition écologique. Et la question, c'est aussi de savoir comment, en fait, s'est trouvé dans ce monde où il y a énormément d'informations. On dirait que les gens sont assommés tellement il y a des informations qui sont contradictoires et en même temps très urgentes. Pareil, ça nous permet de faire le lien avec la deuxième table ronde où les deux questions seront adressées. C'est-à-dire qu'on a Robert Vautard et Katharina Zeugel devant nous qui pourront adresser ces deux points. Donc, vu qu'il est 18h passé, je vous propose de nous rejoindre dans un quart d'heure. C'est un petit cliffhanger. Voilà. Merci Mathilde pour ce très beau suspense. Non, mais dans les faits, on va répondre à ces questions donc, dans la deuxième table ronde qui va plutôt s'orienter sur les conséquences en fait, de la désinformation, en tout cas les conséquences qu'on perçoit et qu'on envisage, parce qu'elles sont difficiles à attribuer et à définir, et les manières dont on lutte, dont on encadre, et comment les institutions peuvent s'emparer de cette lutte. Donc on se retrouve dans 10-15 minutes ici même. À tout de suite. Merci beaucoup de votre attention.